Bienvenue dans notre échange. Aujourd'hui, on va se pencher sur un moment qui a vraiment secoué le monde du football africain. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc. Une rencontre qui, on peut le dire, s'est terminée non pas sur une célébration, mais sur une énorme polémique. Une polémique qui a absolument tout éclipsé. On ne parle plus du jeu, on ne parle que de ce moment de rupture. À la 88e minute, un pénalty accordé au Maroc après une intervention interminable de la VAR et la décision sidérante, oui, des joueurs sénégalais de tout simplement quitter le terrain. Et c'est exactement là que notre désaccord prend racine. La question centrale, c'est de savoir si ce geste était une protestation légitime, peut-être la seule réponse possible face à un sentiment d'injustice flagrante, ou s'il s'agissait d'un abandon purement antisportif, une trahison des valeurs du jeu. De mon côté, je vais défendre l'idée que cette décision, aussi radicale soit-elle, était une réaction, disons, compréhensible, voire justifiable, dans un contexte devenu intenable. Et je soutiendrai la position inverse. Pour moi, quitter le terrain est une faute capitale. C'est une ligne rouge qui ne devrait jamais être franchie, peu importe la nature de la controverse. C'est en fait une attaque contre l'intégrité même de la compétition. Alors, pour bien saisir la portée de ce geste, je pense qu'il faut aller au-delà de l'acte lui-même, de l'acte de quitter le terrain. Il faut se plonger en quelque sorte dans l'atmosphère de cette finale. Les sources parlent d'un chaos global sur le terrain. Ce n'est pas juste une formule, c'est le reflet d'un match extrêmement tendu, haché et marqué par un arbitrage qui était déjà largement critiqué bien avant cet incident. Et puis à ce penalty. On ne parle pas d'une simple faute d'interprétation, on parle d'une main de Kalidou Koulibaly où le ballon ricoche sur sa cuisse avant de toucher son bras qui est certes un peu décollé du corps. C'est le cas d'école de la décision que la VAR rend finalement plus compliquée qu'elle nous la simplifie. Pour les joueurs sénégalais, qui menaient au score à ce moment-là, voir l'arbitre, après de très longues minutes, appliquer la lettre du règlement de manière aussi froide, aussi décontextualisée, ça a été la goutte d'eau. Leur départ, ce n'est pas un caprice. C'est le signal d'une rupture de confiance totale. C'est une façon de dire « stop ». Le pacte d'équité est rompu. Nous refusons de continuer cette mascarade. J'aborde la question sous un angle complètement différent. Ce que vous décrivez, ce sentiment d'injustice, la tension, la frustration, tout ça, c'est l'essence même du sport de haut niveau. Mais la civilisation sportive, si on peut l'appeler comme ça, elle repose sur un contrat très simple. Quelles que soient les circonstances, on respecte l'autorité de l'arbitre et on termine le match. En violant ce principe, l'équipe sénégalaise n'a pas seulement protesté, elle a saboté le jeu. Et la preuve la plus accablante, pour moi, elle vient de leur propre camp. Le sélectionneur, Pape Thiaw, a dû présenter des excuses officielles pour cette réaction dramatique. On ne s'excuse pas pour un acte de résistance qu'on estime juste et nécessaire. On l'assume. Ces excuses sont un aveu. Ils savent qu'ils ont commis une erreur. Ils ont manqué de respect à l'adversaire marocain qui n'avait rien demandé et se retrouvaient au milieu d'un cirque, mais aussi aux millions de spectateurs. Et surtout, ils ont créé un précédent terrifiant où n'importe quelle équipe pourrait devenir juge et partie et décider de mettre fin au spectacle quand ça ne lui plaît pas. Vous utilisez le terme « réaction dramatique » et je suis d'accord. Mais c'est précisément parce que la situation était dramatique. Le chaos global qui est décrit n'est pas une excuse, c'est la cause. L'autorité de l'arbitre n'a pas été sapée par le départ des joueurs. Elle était déjà en lambeaux bien avant. Quand on en arrive à un point où chaque décision est contestée, où la VAR semble ajouter plus de confusion que de clarté, eh bien l'arbitre perd sa légitimité. Le geste des Sénégalais, je le vois presque comme un acte de désobéissance civile sportive. Évidemment, l'échelle n'est pas la même que d'autres grands moments de l'histoire, mais le mécanisme est similaire. On utilise la rupture des règles pour attirer l'attention sur une injustice perçue comme plus grande. Une conférence de presse après le match n'aurait eu aucun impact, on les aurait traités de mauvais perdants et c'est tout. Là, ils ont forcé tout le monde à voir le problème. C'est une analogie intéressante, mais je ne peux pas vous suivre là-dessus. La désobéissance civile, elle vise une loi injuste. Ici, les joueurs se sont attaqués à la condition même de l'existence du jeu. Et ça m'amène à une question. À quel moment est-ce que cette protestation devient une prise d'otage du match et de l'adversaire? Parce que le Maroc, dans toute cette histoire, est aussi une victime. Ils subissent la décision de l'arbitre, ils se préparent à tirer un pénalty qui pourrait leur offrir le titre et ils voient leur triomphe potentiel gâché par l'abandon de l'autre équipe. Est-ce que c'est juste pour eux?
Le professionnalisme, c'est de gérer ses émotions, même face à l'injustice la plus criante. L'histoire du foot en est pleine. Pensez à la main de Thierry Henry contre l'Irlande en 2009. L'injustice était monumentale, vue par le monde entier. Est-ce que les Irlandais ont quitté le terrain? Non, ils ont terminé le match, la rage au cœur, mais ils l'ont terminé. C'est ça, la marque des grandes équipes. Oui, la comparaison avec la main d'Henry est pertinente, mais elle ignore une différence de taille. La VAR. La VAR, elle a été introduite avec la promesse de corriger les injustices flagrantes. Or, dans le cas de cette finale, elle est perçue comme l'instrument même de l'injustice. Et ça, psychologiquement, c'est dévastateur pour les joueurs. Ils ont le sentiment que même la technologie, qui est censée garantir l'équité, est retournée contre eux. Ça crée un sentiment d'impuissance bien plus grand que face à une simple erreur humaine. Ils ne se battent plus contre une mauvaise décision, mais contre ce qui leur apparaît comme un système biaisé. Vous parlez de prise d'otage, mais peut-être qu'ils se sentaient eux-mêmes otages d'une situation où les dés étaient pipés. Mais ce sentiment, aussi fort soit-il, ne peut pas justifier de faire imploser la compétition. Il existe des canaux, même s'ils sont imparfaits, vous avez les réserves techniques, vous pouvez porter réclamation après le match, l'équipe aurait pu, je ne sais pas, refuser de reprendre le jeu pendant quelques minutes, marquer son mécontentement de manière forte mais symbolique, puis finir le match sous protêt. En choisissant l'option nucléaire, l'abandon, ils ont perdu toute hauteur morale. Et ça nous ramène aux excuses de Pape Thiaw. Pour moi, il n'y a pas matière à interprétation. Ce sont des excuses claires, un désaveu total. Un entraîneur ne fait pas ça à la légère, il représente une fédération, un pays. En disant « nous nous excusons », il admet que son équipe a franchi une borne. C'est la reconnaissance que la réaction dramatique était une faute contre l'esprit du sport. Je pense que vous lisez ces excuses de manière trop littérale, en ignorant peut-être le contexte politique et institutionnel du football africain. Imaginez la pression, la CAF qui menace de sanctions exemplaires. Une exclusion de la prochaine CAN, une amende record, la suspension des joueurs. Face à ce risque, les excuses deviennent un acte de pragmatisme, une stratégie de limitation des dégâts. Il est tout à fait plausible que Thiaw ait été poussé à les formuler pour protéger ses joueurs et l'avenir du football sénégalais. On peut donc y voir un regret pour la forme, l'acte de quitter le terrain, sans que ça n'invalide le fond, le sentiment profond d'avoir été lésé. C'est une distinction fondamentale. Je m'excuse pour avoir cassé la fenêtre, mais je ne renie pas la raison pour laquelle je l'ai fait, qui était d'échapper à l'incendie. Sauf que, dans le sport, on ne peut pas séparer la manière de faire de la raison pour laquelle on le fait. Les deux sont intrinsèquement liés. Si votre protestation détruit l'objet même de la compétition, elle perd toute sa légitimité. Cette distinction que vous faites, c'est une reconstruction intellectuelle pour justifier l'injustifiable. Les excuses de Tifiave ne sont pas qu'un calcul. C'est aussi, je pense, la parole d'un homme de sport qui sait qu'il y a des principes non négociables. Et ça nous amène au vrai cœur du débat, l'équilibre entre l'autorité de l'arbitre et le droit à l'équité. Vous semblez dire que si l'équité n'est pas perçue, l'autorité s'effondre. Moi je dis que l'autorité doit être maintenue, même en cas d'erreur, pour que le jeu puisse survivre. Précisément, l'autorité de l'arbitre n'est pas un dogme, elle repose sur la confiance, sur la crédibilité. Or, ce soir-là, cette crédibilité a volé en éclats. La décision sur le penalty, même validée par la VAR, a été largement critiquée. Ça veut dire que de nombreux observateurs neutres, pas seulement les supporters sénégalais, l'ont trouvée discutable. La VAR, au lieu d'être un filet de sécurité, est devenue un outil d'application mécanique et, pour beaucoup, absurde de la règle. Elle a regardé la position du bras de Koulibaly au millimètre près, mais a ignoré le contexte du ricochet, l'intentionnalité quasi nulle. C'est cette application glaciale de la technologie qui a mis le feu aux poudres. Les joueurs ont été confrontés à un choix terrible, accepter passivement ce qui vivait comme un vol technocratique ou le rejeter activement pour défendre ce qu'ils estiment être la justice sportive. Je suis désolé, mais je ne peux pas accepter cette vision des choses. L'erreur d'arbitrage, aussi douloureuse et même manifeste soit-elle, fait partie des aléas du jeu. C'est une variable que chaque joueur intègre en montant sur le terrain. La VAR n'a jamais promis la justice absolue. Elle a promis une réduction des erreurs claires et manifestes, ce qui laisse une énorme marge d'interprétation. Des injustices, il y en a eu dans toutes les finales de Coupe du Monde, bien avant la VAR. Des buts validés alors que le ballon n'était pas rentré. Des pénaltys évidents non sifflés. A-t-on vu des équipes de ce niveau abandonnées? Jamais.
Parce qu'il existe ce consensus fondamental que la décision finale de l'arbitre, bonne ou mauvaise, doit être acceptée pour que la compétition puisse se conclure. Si chaque pénalty très controversé mène à un abandon, alors aucun tournoi ne peut plus aller à son terme. La structure du jeu, l'édifice tout entier doit être préservé, même au prix d'une injustice ponctuelle. C'est une pilule amère, c'est vrai, mais c'est le prix à payer pour avoir une compétition. En résumé, donc, je persiste à croire que la décision de l'équipe sénégalaise, bien que radicale, ne peut être réduite à une simple faute. Elle doit être vue comme le symptôme d'un mal plus profond, la pression écrasante, la qualité de l'arbitrage dans les matchs à très fort enjeu, et surtout, l'échec de la VAR à tenir sa promesse d'équité. Cet acte, aussi regrettable soit-il dans sa forme, a provoqué un électrochoc. Il a forcé une discussion cruciale sur la justice sportive que des dizaines de communiqués de presse n'auraient en fait jamais pu lancer. Pour ma part, je conclus que malgré la frustration, qui est légitime face à une décision arbitrale contestable, la réponse a été une faute professionnelle éthique grave. En quittant le terrain, les joueurs ont manqué à leur devoir, manqué de respect à leur adversaire et porté atteinte à l'intégrité du football. Et les excuses de leur propre entraîneur ne font que le confirmer. On ne peut pas prétendre défendre l'esprit du jeu en choisissant de le détruire. La fin, ici, ne justifie pas les moyens. Cet épisode de la finale de la CAN 2025 restera sans doute comme une illustration parfaite de la tension qui habite le sport de haut niveau. La tension entre la passion, la quête de justice et la nécessité, implacable des règles pour que le chaos ne l'emporte pas. Absolument. Notre discussion ne visait pas à trouver un coupable, mais plutôt à déplier la complexité d'un dilemme qui n'a pas de réponse simple. Le souvenir de cette finale restera marqué par cette fracture, laissant ouvertes des questions fondamentales sur l'arbitrage, la technologie et l'esprit sportif. Et ces questions méritent une réflexion bien plus approfondie, à partir des éléments dont nous disposons.